le prolétariat, en disant en gros, mais nous, on ne veut pas bosser et crever, oppose à la rationalité du capital, la rationalité comptable, une autre rationalité. Eh ben, bonjour et bienvenue sur l'Actu du TA, la chaîne YouTube du Travailleur Alpin. Alors pour celles et ceux qui nous découvriraient, le TA c'est un média engagé isérois que vous pouvez retrouver en format vidéo ici, mais aussi sur le site internet travailleuralpin.fr et en format papier avec un mensuel de 24 pages. On mettra tous les liens en description. J'en termine avec l'instant autopromo en vous invitant à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la relayer sur vos réseaux sociaux pour faire rayonner nos contenus, s'ils vous plaisent, évidemment. On attaque sans plus tarder avec Antoine Vatan, du coup, que je remercie de se prêter à cet exercice de l'échange. Il faut dire que tu as un petit peu l'habitude, hein, parce que du coup, j'en profite au passage pour conseiller à celles et ceux qui nous écoutent les excellentes vidéos que tu réalises avec Aymeric Monville des éditions Delga sur l'actualité des analyses de Marx. Donc Antoine, tu es économiste marxiste, évidemment, et on t'a invité pour échanger sur les causes profondes qui poussent le gouvernement à avancer tambour battant sur sa réforme des retraites. Alors on ne détaillera pas ici tous les arguments factuels démontrant en quoi cette réforme est nuisible au monde du travail, même si c'est toujours utile. L'objectif aujourd'hui, c'est bien de lever le nez du guidon pour essayer de comprendre en fait le contexte plus large du capitalisme qui, en quelque sorte, enfante ces politiques. Donc, pour démarrer tout de suite, au-delà des détails, est-ce que tu peux nous dire quels sont les ressorts essentiels de cette réforme? D'une part, premièrement, merci pour votre invitation. Merci à toi, Jérémy. C'est un plaisir pour moi. Même si on ne s'est jamais rencontré de visu, c'est toujours un plaisir de partager un moment avec d'autres camarades. Et puis, si on peut participer, j'allais dire, à la diffusion de nos idées, c'est tant mieux. J'ai quand même l'impression que la diffusion de nos idées est relativement facile dans le contexte, puisque prenons prétexte de cette contre-réforme. C'est pas une réforme, c'est une contre-réforme. Peut-être situer un élément de contexte. On est aujourd'hui le vendredi, je ne sais plus combien mars, le 49.3 a été voté hier. Enfin, c'est pas voté, du coup, a été décrété hier. Donc, ça commence à chauffer, et à juste titre. Et à juste titre. Et ce que l'on voit, de mon point de vue, c'est deux rationalités qui s'affrontent. Et cette réforme, elle est rationnelle pour le capital, on va voir pourquoi. Et le prolétariat, en disant en gros, mais nous, on ne veut pas bosser et crever, oppose à la rationalité du capital, la rationalité comptable, une autre rationalité. Et cette rationalité ne va jamais trouver d'écho auprès de la bourgeoisie, et inversement. C'est-à-dire que tous les journalistes de chez BFM qui nous disent que en fait, cette réforme, elle manque de pédagogie, enfin le ronron habituel, je ne crois absolument pas. Effectivement, ils ont été maladroits, mais je pense même qu'avec tous les bons arguments du monde, c'est quand même très difficile à quelqu'un de dire qu'il faut qu'il travaille puis qu'il crève pour tenir les comptes. C'est quand même très difficilement acceptable. Si tu veux, on pourra donner quelques chiffres d'espérance de vie en bonne santé. On verra qu'on est vraiment en train de parler de ça, hein. Par exemple, l'espérance de vie en bonne santé, dans la seule étude de l'INSEE qui ventilait les espérances de vie en bonne santé par catégorie socio-professionnelle, l'espérance de vie en bonne santé des ouvriers dans les années 2000, puisque cette étude date des années 2000, c'est 59 ans, entre 58 et 59 ans. Donc, quand on fait travailler les gens jusqu'à 63 ans, on est en train de dire vous allez être... quand vous allez prendre votre retraite, vous allez être sérieusement endommagé quand même. C'est même pas 63, c'est 64. Enfin, les chiffres, j'arrive même plus à les retenir, ces chiffres, tellement ils sont délirants. Enfin, bon, peu importe. Et donc, cette réforme des retraites, elle s'inscrit dans la rationalité du capital, qui est effectivement le fait d'augmenter le taux d'exploitation. Un truc qu'on ne dit pas, mais enfin, que j'entends peu, en fait. Mais en fait, c'est un moyen de baisser les salaires, cette affaire. Alors, peut-être pas les salaires individuels du travailleur du lundi matin jusqu'au vendredi qui est en train de travailler, qui a un emploi. Mais d'un point de vue économique, ce n'est pas tellement ce qui est intéressant. D'un point de vue économique, ce qui est intéressant, c'est la masse des salaires distribués dans l'économie pour l'ensemble des travailleurs. Sachant que dans le rapport social capitaliste, la seule chose qui crée de la valeur, c'est le travail employé. Alors, employé ou indépendant, enfin, disons ce que Marx appelle le travail abstrait, c'est-à-dire le travail qui est fait sous le rapport social capitaliste. En gros, quand on dit qu'on va bosser, quoi, simplement, si on le dit en des termes simples.
Donc, autrement dit, quand on bosse plus longtemps, bah, on produit plus. Ou alors, si on fait juste un ajustement par le chômage, bon, bah, on produit pas plus. Mais dans les 2 cas, soit le numérateur baisse, c'est-à-dire les salaires baissent, parce qu'être au chômage, bah, on gagne un peu moins sa vie quand même. Soit on touche pas au salaire, et le dénominateur, c'est-à-dire la valeur produite, va augmenter, puisqu'on va demander aux gens de travailler plus longtemps. OK? Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on va augmenter ce qu'on appelle le taux d'exploitation. Le taux d'exploitation, c'est le rapport entre ce qui revient au travail. Enfin non, l'inverse. C'est le rapport entre l'inverse de ce qui revient au travail, c'est-à-dire en gros la production moins les salaires, hein, voilà, divisé par l'ensemble de la production. OK? Et donc quand on diminue la masse des salaires par rapport à l'ensemble de la production, eh bien on est en train d'augmenter le taux d'exploitation. Et cette réforme, elle est dans cette rationalité. Elle s'entend dans cette rationalité. Cette réforme, elle est tout à fait rationnelle pour la bourgeoisie. Elle ne peut pas s'entendre autrement. Encore une fois, elle ne peut pas s'entendre autrement malgré tous les arguments qu'on a. Et cette rationalité, eh bien, elle est, j'allais dire, froide, elle est clinique. Et on aura beau opposer ces arguments, hein, c'est des chiffres de l'INSEE, encore une fois, espérance de vie en bonne santé des ouvriers, 59 ans, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bah, Madame Borne est en train de nous dire, comment le comment le dragon qui sort de sa boîte, elle sort de la télé vis-à-vis du prolétaire qui est en train de regarder sa télé et elle est en train de lui dire: «Toi, tu vas bosser et tu vas crever». Statistiquement, c'est le cas, hein. C'est-à-dire que statistiquement, on est en train de parler de ça quand même, hein. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse des cris d'orfraie contre un ballon à l'effigie d'un ministre ou des trucs comme ça, mais la probabilité que l'on joue au ballon avec sa tête est de 0, alors qu'avec cette réforme, la probabilité pour que l'ouvrier ou l'employé crève au boulot ou crève du boulot, elle est bien réelle, hein. Elle est déjà là et elle va s'aggraver. Donc je ne sais pas où est la Mmh. violence dans les. Je ne sais pas si c'est violent de faire un ballon à l'effigie d'un ministre ou si c'est plus violent de dire froidement avec la froideur du comptable, toi tu vas bosser et tu vas crever. Mmh. En Ouais, tout cas, on ça sent s'entend dans qu'on cette rationalité-là. Et effectivement, la contre-réforme des retraites, elle vise à augmenter le taux d'exploitation. Alors peut-être qu'il faut préciser que cette chose qui est que seul le travail produit de la valeur. ouais, c'est Alors on intéressant de va. revenir un petit peu là-dessus, on le martèle jamais Ouais. assez. Ouais, oui. C'est à ça que ça sert la grève d'ailleurs. La grève, c'est une démonstration grandeur nature qu'il n'y a bien que le travail qui produit de la valeur, parce que si les capitalistes et l'ensemble des gens sont emmerdés quand les gens arrêtent de travailler, ça veut dire que le travail produisait quelque chose. Mmh. Parce que On si l'a le bien vu travail ne pendant le produit rien, Covid. se mettre en grève, ça ne fait chier personne. Et donc du coup, en résumé, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien, finalement d'un côté, donc cette réforme, bon voilà, on balaye, c'est absolument pas pour sauver, le système des retraites. C'est effectivement Ah pour non, c'est pour le tuer. pressurer encore, le monde du travail. Mais du coup, moi j'aurais envie de poser une question, c'est qu'est-ce qui les pousse à ça? Parce que, au-delà des arguments moraux finalement, qu'on peut invoquer, mais grosso modo, on sent bien qu'il y a des causes un peu plus systémiques, de finalement toujours plus pressurer le travail, parce qu'il y a cette réforme, il y a les lois travail, enfin, on sent bien qu'il y a un continuum depuis une série de Hum. mandats où bah, il s'agit de toujours plus extraire en fait de richesse du travail au profit du capital. Et du coup, Ouais. qu'est-ce qui pousse à ça finalement en fait En un mot, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, mais évidemment, il va falloir qu'on l'explique. Et c'est vrai qu'il y a des arguments à gauche qui sont valables, hein, qui est de dire, mais en gros, vous nous dites que on est au déséquilibre financier, mais vous l'avez organisé. Vous avez baissé les cotisations, le CICE, c'est 20 milliards par an. Si on regarde l'ensemble des revenus distribués au travail divisé par le PIB, ce qu'on appelle la part du travail dans le PIB, depuis 1949, elle a baissé de 15 points, ce qui correspond grosso modo à 400 milliards par an aujourd'hui. C'est-à-dire que si on avait distribué aux travailleurs autant qu'en 1949, et 1949 n'est pas une année extraordinaire, hein, parce qu'après, en fait, ça commence à décroître de manière tranquille. Il n'y a pas un pic en 1949 et puis une chute, hein. Si tu prends, je sais pas, la moyenne des années 50, on a dû perdre 12% par rapport à la moyenne des années 50, enfin 12 points de pourcentage, pardon, par rapport à la moyenne des années 50. Par rapport à 1949, ça correspond à 400 milliards d'euros par an, cette affaire.
Sachant que l'ensemble du régime des retraites actuellement, c'est 350. Hein. Donc on pourrait faire plus que doubler l'ensemble des retraites si on récupérait ce qu'on a perdu depuis 1949. Donc ça, ce sont des arguments comptables qui sont opposés à la logique comptable, qui sont des arguments relativement valables, mais qui ne sont pas des armes. Enfin, on ne peut pas le faire. On va expliquer pourquoi on ne peut pas le faire. Ou alors on pourrait le faire, mais vraiment à la marge. On ne peut pas récupérer 15 points de pourcentage du PIB dans le régime capitaliste. Hein. En fait, le communisme, ça vise à récupérer tout. Plus que 15 points, ça vise à récupérer les 36 qui nous manquent. Donc, ça, c'est un autre problème. Mais pour l'instant, raisonnons au sein du capitalisme. Depuis des années, on organise la faillite de ce système, mais ce n'est pas juste par volonté politique. Ce n'est pas juste parce qu'on a que des gouvernements de droite. La baisse des cotisations sociales, c'est tout le monde. Enfin, notre cher ennemi de la finance, bon, j'ai jamais cru une seule fois qu'il fut de gauche, celui-là, mais enfin bon, peu importe. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand bien même on aurait élu un mec de gauche, au sein du régime capitaliste, tu peux pas. Prenons Mélenchon, par exemple. Si Mélenchon fut élu, moi je dis toujours, il aurait eu que deux solutions. Soit devenir Tsipras, c'est-à-dire continuer la casse, soit devenir Lénine. Pas de Tsipras, oui, c'est de Tsipras, le grec, excusez-moi, je suis fatigué. Oui, ça. Donc, soit devenir de Tsipras, soit Lénine. Il n'y a pas de solution, en fait. Il n'y a pas de solution intermédiaire. On y reviendra là-dessus. Mais voilà, ça s'entend comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une casse organisée, mais en fait, il n'y avait pas d'alternative au sein du capitalisme. Alors, pourquoi? Parce que seul le travail produit de la valeur. C'est ce qu'on a dit. Bien. Alors, comment se paye la bourgeoisie? La bourgeoisie se paye par son droit de propriété des moyens de production. Je possède l'usine, j'achète les matières premières, et toi, tu viens bosser chez moi. Je paye un salaire, mais tu ne possèdes pas la production que tu fais toi-même. En vertu du fait que je possède les moyens de production, c'est-à-dire les machines, l'usine et les matières premières, je possède aussi ta production. Donc c'est toi qui as produit, je ne sais pas, prenons les brosses à dents par exemple, c'est toi qui as produit les brosses à dents, mais les brosses à dents n'appartiennent pas à la fin aux ouvriers qui ont produit les brosses à dents. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait arrêter de dire qu'il y a un marché du travail. Parce que ce que vend l'ouvrier sur le marché, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas les brosses à dents qu'il a produit. Ça, c'est son travail. Ce qu'il vend, c'est sa force de travail. Oui, voilà. Pour 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Okay, c'est ça qu'il vend. Ce n'est pas son travail. Donc il n'y a pas de marché du travail. S'il y avait un marché du travail, il n'y aurait pas d'exploitation. Il y aurait peut-être des riches et des pauvres parce qu'il y aurait des gens qui travailleraient qui produiraient plus ou moins de travail. Okay, mais il n'y aurait pas d'exploitation puisque chacun serait payé à la hauteur de ce qu'il a produit. Bon, là, ce n'est pas une exploitation. Okay, donc, le salaire que je vais te payer est nécessairement inférieur à la valeur de ton travail. Ça, tout le monde est prêt à l'admettre. Hein. Enfin, à part les économistes, tout le monde est prêt à l'admettre. Tu vas prendre n'importe quel petit patron de PME, tu lui dis ton gars, là, si tu le payes 3 000 €, ça veut dire qu'il produit plus que 3 000. Et il va te dire, évidemment, banane, sinon je ne vais pas l'employer. Enfin, donc, tout le monde est d'accord avec ça, en fait. Même les. Enfin, je veux dire, il faut être con comme un économiste pour pas penser à ça, hein, quand même. Hein. Donc, on dit rien d'extraordinaire, là. OK ? Alors, comment les économistes te disent que le salaire est inférieur à la valeur de la production, mais néanmoins, il n'y a pas d'exploitation. Mais parce qu'eux, ils considèrent que le capital est un facteur de production. En fait, il y a une distinction qu'il faut faire absolument, c'est la distinction entre moyen de production et facteur de production. Le capital, sous sa forme machine, parce qu'en fait, le capital, c'est un rapport social. On ne va peut-être pas aller jusque-là, mais disons, le capital dans son acception substantielle, c'est-à-dire les machines, les ordinateurs, les outils, quoi, si tu veux, ce sont des moyens de produire. Ce ne sont pas des facteurs de production. Pourquoi ce ne sont pas des facteurs de production? Parce qu'ils ont eux-mêmes été produits. Et oui, ils sont le fruit d'un travail, quoi. Ils sont le fruit d'un travail, mais d'un travail passé. Donc, la propriété privée du capital, c'est le droit de posséder le travail de quelqu'un d'autre. Avant. Marx appelle du travail mort. Et en vertu du fait que je possède du travail mort, je peux exploiter aujourd'hui le travail vivant. Et on voit que ça augmente
finalement, la part machine dans l'appareil de production, enfin dans le système, elle augmente considérablement. On a une mécanisation de plus en plus importante, une parcellisation du travail aussi, mais du coup, est-ce que Ouais. là-dedans, on a cette question de la baisse tendancielle du taux de profit qui peut Alors, ça y vient. expliquer... Il nous manque une étape. Donc, le bourgeois va se payer, en vertu du fait qu'il possède le travail mort, le capital, le travail d'autrui avant, il va se payer sur ce qu'on appelle la plus-value, qui est la différence entre la valeur du travail, donc la valeur de la brosse à dents, là on a pris la brosse à dents pour continuer avec notre brosse à dents, la valeur de la brosse à dents, moins tout ce qu'il a fallu payer, donc matière première, blabla, moins le salaire. Et à la fin, il reste quelque chose que le langage commun appelle profit. C'est ça le profit. Alors, les économistes bourgeois, eux, ils te disent, c'est pas du profit, c'est de la rémunération du capital, parce que le capital est un facteur de production. Bon, c'est de la flûte, c'est pas du tout un facteur de production, c'est un moyen. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Enfin, encore une fois, l'expérience, j'allais dire la conscience populaire et intuitive de ça, c'est la grève. C'est la grève. D'ailleurs, pour moi, c'est une catastrophe quand les gilets jaunes, etc., disent que la grève est inefficace, etc. Ça veut dire que inconsciemment, parce que je ne pense pas qu'il est conscient, y compris chez les grévistes, mais même quand même, inconsciemment, cette théorie de la valeur disparaît en fait. Parce que l'expression populaire de cette théorie de la valeur, c'est la grève. Pourquoi ma grève fait chier le monde? Parce que c'est moi qui produis. Si Bernard Arnault s'arrête de travailler, bon déjà il ne peut pas s'arrêter de travailler parce qu'il ne travaille jamais, mais admettons qu'il arrête, qu'il se mette dans son canapé, il ne va rien se passer. Hein. L'économie va continuer à tourner. Bon, il en est de même de certains travailleurs, mais on ne va pas en discuter parce que c'est vraiment marginal. Par exemple, si les traders se reposent sur leur canapé, ça nous fera plutôt du bien quand même. Hein. Bon, bref, peu importe. Mais par contre, bon, quand les éboueurs arrêtent 10 jours, c'est déjà la merde. Hein. Ça se voit. Hein. Je traverse Paris tous les jours, c'est compliqué. Quoi. Ça se voit quand les éboueurs ne sont pas là quand même. D'ailleurs, ça pose un problème aux libéraux, cette affaire-là, quand même. Parce qu'il faudrait, bon, certes, il faut parler de la théorie marxiste, mais comme on est quand même dans une période de propagande, il faut quand même démonter la propagande. Selon la théorie libérale, comme il n'y a pas de marché de la force de travail, il n'y a pas d'exploitation. Comme il n'y a pas d'exploitation, ça veut dire que la valeur de ton salaire, c'est la valeur de ton travail. Okay, tu es payé à ton travail, à hauteur de ton travail. Donc, si tu gagnes 1 000 €, ça veut dire que tu produis 1 000 €. C'est ça que ça veut dire, la théorie libérale. Okay, bon, je suis désolé, mais quand on est libéral, dans notre théorie libérale, la grève n'a aucun effet sur la société. Parce que c'est neutre. Parce que si je produis 100, je gagne 100. Quand j'arrête de travailler, je ne produis pas 100, mais je ne gagne pas 100. Donc c'est totalement neutre. On voit bien que le capital seul ne produit pas, en fait. Oui, bien sûr. Mais souvent, vous savez, les libéraux, les BFM, les machins, les économistes, ils disent les preneurs d'otages, etc. Moi, je veux bien qu'on dise que les grévistes soient des preneurs d'otages, mais ils n'ont d'influence sur la société que dans la théorie marxiste. Il faut être marxiste pour dire une chose pareille, en fait. Marxiste de droite, etc. D'accord, très bien, mais il faut quand même être marxiste. Donc nous, évidemment, on ne dirait pas preneur d'otages. Il y a pas de... Là, il y a la condamnation morale, mais je veux dire, dans la logique théorique, en fait, tu ne peux pas être libéral et dire que les grévistes sont des preneurs d'otages. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Bon, en plus, il y a aussi le fait que, je sais pas, tu vois, par exemple, les gars qui ont des raffineries là, en octobre, on voit bien, souvent, il y a des gars des mecs sur BFM, enfin, je dis BFM parce que c'est paroxystique, mais il y en a plein d'autres, hein, France Inter, c'est pas beaucoup mieux, qui disaient, mais vous vous rendez compte, c'est scandaleux, les mecs, ils sont 20, ils arrivent à bloquer le pays. Alors, dans la théorie libérale, ça veut dire que leur productivité est très élevée. Hein. Donc, il faut les payer très très cher, parce que dans la théorie libérale, je suis payé à ma productivité. Donc, ils ont raison de faire grève. Au-delà des professions de réseau, le discours, tu l'étends dans n'importe quelle boîte de production. Dès que les gars et les nanas arrêtent de travailler, il n'y a plus rien qui sort, quoi. Donc, voilà, exact. Voilà, donc bon, bref. Donc, la grève, c'est l'expression populaire de cette théorie, en fait. Okay, même si, évidemment, c'est une expression intuitive, populaire, elle n'est pas scientifique, elle n'est pas... Mais enfin, quand même, c'est quand même, j'allais dire, le génie populaire, la grève. C'est le fait que j'ai compris que c'est moi qui travaillais, et du coup, j'ai compris que quand j'arrête de travailler et quand j'arrête de gagner ma vie, puisque je ne touche pas mon salaire, j'ai compris que ça faisait chier le bourgeois. Ça, c'est quand même... Donc, la grève, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais bon, on n'est toujours pas à la baisse tendancielle du taux de profit, cette affaire. Donc, le profit, c'est la valeur du travail, moins les salaires, moins les investissements, disons-le comme un comptable. Le seul problème pour la bourgeoisie, c'est qu'elle n'est pas seule sur le marché. Parce que la valeur, ce n'est pas le tout de la produire, il faut ce qu'on appelle la réaliser. Parce que si tu produis une bagnole
Alors, reprenons nos brosses à dents. Tu produis une brosse à dents. Bon, bah, tu as créé la valeur de la brosse à dents. Très bien. Mais à un moment donné, il faut la réaliser, cette valeur. Tu la réalises sur le marché, c'est-à-dire que tu transformes la valeur de cette brosse à dents en capital sous forme de monnaie. Okay, c'est-à-dire que la valeur va se transformer en prix et tu vas la vendre. Et c'est à ce moment-là que tu vas empocher le profit. C'est-à-dire qu'un capitaliste qui n'arrive pas à vendre sa camelote, il aura exploité au sens strict le prolétariat parce que les brosses à dents auront été produites et la valeur des salaires aura été inférieure à celle des brosses à dents. Mais à la fin, lui, il n'empochera pas la mise parce qu'il n'arrivera pas à réaliser la valeur de la marchandise. Or, il se trouve que sur le marché, le bourgeois n'est pas seul. Il a contre lui d'autres bourgeois en concurrence. Il n'est pas en lutte, parce qu'on n'est pas en lutte avec des gens de sa classe, on est en concurrence avec des gens de sa classe. Okay, la différence entre la lutte et la concurrence, c'est que si tous les deux nous sommes en lutte, c'est-à-dire c'est moi le capitaliste, c'est toi le prolétaire, ma rémunération augmente quand la tienne diminue. Nous sommes en lutte. Quand nous sommes en concurrence, c'est-à-dire que nous sommes tous les deux des prolétaires, ou tous les deux des bourgeois, ça marche d'un côté ou de l'autre de la barrière, quand ton salaire diminue, prenons le salaire, mon salaire va diminuer aussi. Nous sommes en concurrence. Okay, donc les capitalistes sont en concurrence entre eux, ce qui veut dire que leurs profits vont en raison inverse du salaire, mais vont en raison croissante des profits des autres. Eh bien, pour réaliser le profit et pour conquérir le marché, dirait un manager, bah, il faut être concurrentiel. Donc, il faut baisser le prix. Il faut augmenter la productivité, quoi, du coup. Augmenter la productivité du travail. C'est-à-dire qu'il faut réussir à produire la même chose avec moins de travail. Donc, il faut augmenter la productivité. Donc, il faut augmenter ce qu'on appelle les forces productives. Donc, c'est la productivité qui vient du développement des moyens de production. D'accord ? Encore une fois, ce qu'on appelle le capital dans le langage courant, qui n'est pas l'acception de Marx, mais c'est pas grave. Les marxologues me tireront des flèches, ont l'habitude. Ce qu'on appelle le capital, les machines, etc. Ce sont des moyens. Mais un moyen, c'est quand même utile. Ça augmente la productivité. C'est-à-dire que ton marteau, par rapport à un marteau-piqueur mécanique, ce sont deux moyens de production. Ce n'est pas des facteurs en soi, dans le sens où si tu les fous par terre, ils ne vont pas faire le trou tout seuls. Hein, donc, ce n'est pas des facteurs de production, alors qu'un homme à main nue, il va s'écorcher les mains, hein, mais il va réussir à faire quelque chose quand même. Okay, donc, c'est bien l'homme qui est le facteur de production. Mais entre deux moyens de production, il y en a un qui augmente davantage la productivité du travail que l'autre. Okay, et donc, c'est la raison pour laquelle les bourgeois sont obligés, comme dirait le comptable, d'investir de plus en plus, et donc de développer les moyens de production, sauf que ce faisant, comme tu diminues la valeur du travail vivant, enfin la quantité de travail vivant, la quantité de travail à exploiter, et que tu augmentes la somme des investissements que tu dois faire, eh ben, tu baisses ton profit, tendanciellement. C'est-à-dire que le profit a une tendance à baisser dans le temps. On pourra revenir sur le terme de tendance, si tu veux, mais pour l'instant, admettons-le, le profit a tendance à baisser dans le temps, et le seul moyen à court terme d'augmenter le profit, bah, c'est de réaugmenter le taux d'exploitation. C'est la raison fondamentale de cette contre-réforme. Alors c'est intéressant ce que tu nous expliques parce que, donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour rester concurrentiel, les capitalistes, du coup, sont obligés finalement de développer la technologie, de faire des bons technologiques et d'investir toujours davantage du coup dans les moyens de production, donc l'aspect matériel hors travail humain, quoi. Et du coup, proportionnellement, finalement, la part travail humain diminue, je dis bien proportionnellement, dans cette affaire-là. Et comme c'est le travail humain qui crée de la valeur avec la transformation, et bah, du coup, le taux de profit, toujours en proportion, baisse. C'est ça que tu nous expliques, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Mais que alors, si tu n'augmentes pas le taux d'exploitation, et on va voir que la bourgeoisie a des moyens d'augmenter le taux d'exploitation. Quand j'ai dit tout à l'heure que les revenus des travailleurs dans le PIB avaient diminué de 15 points de PIB depuis 1949, bah, ça, c'est une augmentation du taux d'exploitation. Si tu calcules un taux de profit fictif avec ce taux d'exploitation-là, le taux d'exploitation des années 40, enfin, fin des années 40, tu as un taux de profit actuellement qui est misérable, quoi. Donc, tendanciellement, le taux de profit baisse. Okay,
D'accord. Et Et c'est du pour coup, ça que cette réforme est là, c'est pour augmenter le taux d'exploitation. Encore une fois, on ne va pas augmenter la masse des salaires distribués, on va augmenter le temps de travail. Parce qu'il y a un terme qu'on n'a pas utilisé, mais parce qu'on peut-être on va essayer de le présenter de manière un peu courte. C'est quoi la différence fondamentale entre la valeur de la production et le salaire? Ben, c'est le temps de travail gratuit. En fait, quand tu travailles, tu fais 3 choses dans la journée. Premièrement, tu transmets la valeur des moyens de production à la marchandise. Ça, c'est le travail qui fait ça. Le travail, il fait ça en premier. C'est-à-dire qu'il prend la valeur de la machine et il la transmet dans les brosses à dents. Alors, il transmet petit bout par petit bout, hein. C'est-à-dire que voilà, dans chaque brosse à dents, il y a une infime partie de la valeur de la machine. Et quand la machine est cassée, bon, bah, on a transmis toute sa valeur. Deuxième chose qu'il fait, il transmet la valeur qui correspond à son salaire. Pendant cette période de la journée, il n'est pas exploité parce qu'il gagne la valeur qu'il transmet. Mais il y a un temps de travail où il produit la plus-value, c'est-à-dire le profit, où là, c'est du travail gratuit. C'est-à-dire que c'est du travail que le prolétariat donne à la bourgeoisie. Et donc, quand on parle d'augmenter le taux d'exploitation, c'est de ça dont on parle, c'est d'augmenter le temps de travail gratuit. Alors, il y a le camarade de Ruffin qui aime bien citer ça. Alors, je ne connais pas les chiffres, je ne les ai pas retenus, mais il a raison de le citer quand il dit dans les années 80, on travaillait, je crois que c'était, on travaillait une semaine pour payer les dividendes et maintenant on travaille 3 semaines pour payer les dividendes, un truc comme ça. Mais en fait, il a raison de le poser comme ça. C'est effectivement ceux qui produisent les dividendes, ce sont les prolétaires. C'est pas alors, parce que le capital est un facteur de production. donc c'est-à-dire qu'en fait, on a finalement dans le continuum d'intensification de l'exploitation, c'est ce qui permettrait du coup cette apparente contradiction parce qu'on entend, en fait, d'un côté, il y a ces aspects-là économiques du coup de baisse tendancielle du taux de profit, et de l'autre, en fait, on voit en même temps que tout ce qui est dividendes et compagnie explose. Donc, on va dire pour le commun des mortels, le sentiment, c'est que en fait, le profit explose. Mais du coup, Ouais, comment on peut finalement détailler un petit peu cette contradiction apparente, en fait, ouais, qui du coup permet de comprendre pourquoi ils font tout ce qu'ils font, concrètement ouais, en termes de choix politiques ouais. impulsés par la classe Ouais, dominante. effectivement, ça c'est une question qui vient toujours à l'esprit et on a raison parce que parce qu'effectivement ça choque. Il faut le faire un peu dans l'ordre. Tout réside dans le terme de tendance. Premièrement, ça je le dis à l'ensemble des gens de gauche quand même. La baisse tendancielle du taux de profit, c'est la traduction dans le régime capitaliste de la lutte des classes. C'est-à-dire que si tu me dis qu'il n'y a pas baisse tendancielle du taux de profit, fondamentalement, tu ne peux pas me dire qu'il y a lutte des classes. On ne va pas détailler ça parce que la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, c'est le livre 3 du Capital, c'est un résultat, ça vient bien après, il faudrait du temps. Il faudrait du temps pour le démontrer, mais c'est démontrable. Et le meilleur moyen que j'ai de le démontrer en 2 mots, mais comme tout ce qui peut être résumé en 2 mots, c'est critiquable, donc il faudrait pouvoir y répondre, mais là c'est pas l'objet. La lutte des classes, ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, donc tout le reste étant fixe, je ne peux pas augmenter mes profits et mes salaires en même temps. Et c'est à ça, et c'est ça la condition essentielle de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. C'est parce que c'est ça. Donc la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, c'est l'expression de la lutte des classes en régime capitaliste. Dit autrement, toute chose égale par ailleurs, je ne peux pas augmenter le profit sans augmenter le taux d'exploitation. C'est ça la lutte des classes. La lutte des classes, c'est l'exploitation d'une classe par une autre. Et la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, elle dit ça à la fin. Elle dit, je ne peux pas augmenter le taux de profit, toute chose égale par ailleurs, sans augmenter le taux d'exploitation. Donc c'est bien l'expression de la lutte des classes. Et croire à l'un, c'est croire. Alors, c'est pas une croyance C'est une du démonstration pieux, hein, scientifique. c'est une démonstration. Voilà, c'est une démonstration. Mais Et à la fin, c'est-à-dire, disons que si la démonstration t'a convaincu, tu es convaincu de la lutte des classes. Et inversement, c'est un si et seulement si, hein, comme on dit en logique. Et inversement, c'est difficile d'arriver à autre chose que la loi de la baisse tendancielle du taux de profit quand on part du postulat qu'il y a lutte des classes. C'est possible, mais alors avec des hypothèses. Bon, on ne va pas parler de ça maintenant. Ok, donc du coup, il y a lutte des classes, donc il y a loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Et effectivement, l'argument qui vient immédiatement, c'est mais vous vous foutez de nous, depuis 40 ans, les profits n'arrêtent pas d'augmenter. Et c'est vrai. C'est vrai. Premièrement, ce qui baisse tendanciellement, c'est le taux.
profit. C'est pas le profit. C'est-à-dire qu'ils sont, en fait, finalement, ils sont obligés d'investir pour récupérer plus de mise, ils sont obligés d'investir 4 fois plus, quoi. Voilà, premièrement. Et donc, ce qu'on présente dans les médias, c'est les profits. On dit il y a X milliards de dividendes distribués. On ne dit pas ça correspond à X% de la valeur ajoutée. On ne dit jamais ça. Ce que dit Ruffin, lui, par exemple, je prends Ruffin, on s'en fout de Ruffin, mais pour reprendre son truc, là, il faut une semaine versus, je crois que c'est 3 semaines. Bon, vous me corrigez, les gens corrigeront, je crois que je ne suis pas sûr des chiffres qu'ils citent, mais bon, peu importe. En tout cas, ça a augmenté. Le nombre de temps de travail nécessaire pour augmenter les dividendes a augmenté. Donc là, on est en train de dire, c'est même pas une question de valeur versus taux, c'est bien le taux qui a augmenté. Puisque c'est les dividendes divisés par le nombre de semaines qu'il faut pour les payer. Donc là, c'est bien le taux qui a augmenté. Donc la critique est valable. Quelqu'un pourrait me rétorquer, mais ce n'est pas que les dividendes en valeur absolue qui augmentent. C'est la part des dividendes dans la valeur ajoutée qui augmente. Donc ce que je dis avec mes valeurs absolues et mes taux, c'est des conneries. Ce n'est pas des conneries, mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant comme argument. Mais il y a d'autres facteurs, et c'est là qu'on a la question de l'intensification de l'exploitation. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut augmenter le taux de profit, mais uniquement en augmentant le taux d'exploitation. Je prends toujours cette métaphore qui n'est pas de moi, qui est une métaphore très connue dans la littérature marxiste, mais prenons l'avion qui décolle, il est soumis à la loi de la gravité. C'est pas parce qu'il décolle que d'un seul coup la gravité s'annule. Mais il a dépensé du kérosène pour pouvoir s'extraire de la gravité. Et en fait, ce kérosène brûlé est la preuve qu'il y a bien gravité. Parce que s'il n'y avait pas gravité, il n'aurait pas besoin de dépenser ce kérosène. Et donc, la nécessité d'augmenter le taux d'exploitation pour la bourgeoisie est bien la preuve qu'il y a baisse tendancielle du taux de profit. Parce que si elle pouvait augmenter le taux de profit sans toucher au taux d'exploitation, je pense vraiment qu'elle ne se ferait pas chier à se taper des grèves. Donc c'est bien pour ça que c'est un si et seulement si avec la lutte des classes. Et que ce n'est pas contradictoire de dire il y a loi de la baisse tendancielle du taux de profit et il y a augmentation des taux de dividendes ou des taux de profit depuis 40 ans. Okay, ce n'est pas parce qu'il y a augmentation des taux de profit depuis 40 ans qu'il n'y a pas baisse tendancielle. Okay, parce que comme c'est tendanciel, on a des moyens temporaires et épuisables, parce que ça ne va pas à l'infini cette affaire. Parce que si l'avion pouvait se nourrir en kérosène de manière infinie, c'est-à-dire d'une espèce de corne d'abondance qui remplit le réservoir à mesure qu'il se vide, bon, il n'y a jamais de problème. Il y a toujours une loi de la gravitation, mais bon, il peut toujours s'en extraire indéfiniment. Okay, donc si je pouvais augmenter le taux d'exploitation à l'infini, il n'y aurait pas de problème. Sauf que je ne peux pas augmenter le taux d'exploitation à l'infini parce que ça veut dire qu'en gros, les mecs, ils vont produire une infinité de choses et ils vont être payés zéro. Bon, bah, si tu es payé zéro, tu meurs de faim. Et quand tu meurs de faim, tu n'es pas disponible le lendemain pour venir valoriser le capital de la bourgeoisie. Donc même la bourgeoisie fait la gueule parce qu'elle va devoir travailler elle-même. Donc mourir en tant que classe. Parce que si tu travailles, tu n'es plus bourgeois, donc tu disparais en tant que classe. Okay, donc, encore une fois, le fait que les taux de profit augmentent depuis 40 ans, ce n'est pas contradictoire avec la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, parce que pour ce faire, on a augmenté le taux d'exploitation. Et le fait que le taux d'exploitation ait dû être augmenté pour augmenter, voire juste maintenir les taux de profit, est bien la preuve qu'il y a loi de la baisse tendancielle du taux de profit, comme le kérosène brûlé est la preuve que l'avion est toujours soumis à la loi de la gravité. Et la réforme des retraites s'inscrit là-dedans. Quand on parle intensification du taux d'exploitation, pour que tout le monde saisisse finalement, en fait, on parle à la fois de l'évolution du management, avec finalement toujours plus de pression, toujours plus de contrôle, toujours plus. À la fois la question des délocalisations dans des pays, alors il n'y a pas que ça, mais grosso modo, en fait, on baisse le coût de la force de travail en faisant ça. Ouais. À la fois, et à la fois les sabrages sociaux, entre guillemets, donc pris sur le salaire, l'inflation avec les salaires qui ne suivent pas. Enfin bon, c'est finalement la compression de la rémunération du travail dans son ensemble. C'est bien de ça qu'on parle, quoi, finalement. Ah oui, absolument. C'est comme la mondialisation, enfin, ce que la bourgeoisie appelle la mondialisation, là, ce que tu évoquais. Alors, elle appelle ça la mondialisation parce que c'est un petit côté amélioratif. Hein. Si tu es keynésien, tu vas appeler ça le néolibéralisme.
Bon, nous, on appelle ça l'impérialisme. Mais c'est la même réalité, en fait. C'est la même réalité statistique, j'allais dire, en fait. Sauf que les causes ne sont pas évidemment pas les mêmes. Pourquoi dans les années 80, il y a un nécessaire développement de cette chose? Parce que les taux de profit sont à la baisse et qu'effectivement, il va falloir exporter du capital dans les pays où la main-d'œuvre est plus corvéable. Et si on regarde les flux nets d'investissement direct à l'étranger des pays dits développés vers les pays dits en développement, en gros, il y a du capital qui s'en va des pays développés pour aller dans les pays en développement, exploiter de la main-d'œuvre plus corvéable et réimporter des marchandises pas chères qui te permet de maintenir tes salaires bas dans les économies développées parce que du coup, tu proposes des marchandises peu chères à tes prolétaires. Donc, ça te permet de maintenir des salaires. Donc, tu augmentes le taux d'exploitation 2 fois, tu exploites les gens au sud, ce qui te permet de les exploiter en retour au nord, quoi. Donc, il y a plein de moyens de faire ça. Il y a plein de moyens de faire ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme. L'impérialisme a plusieurs caractéristiques. Il a aussi la caractéristique de la concentration du capital. C'est-à-dire que les entreprises vont être de plus en plus grosses. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, tu sais, souvent, les gens qui lisent un peu de bandes dessinées ou de romans de science-fiction, ça arrive souvent qu'il y ait l'espèce de big firm qui contrôle tout. En fait, c'est ça, la Big World Company, là, je sais pas quoi, là. En fait, c'est pas dénué de sens, en fait, parce qu'effectivement, la production n'a jamais été autant concentrée. En France, il y a 250 entreprises qui font 50% des exportations, 45% des immobilisations corporelles, donc des investissements, et 30% des emplois. 250 boîtes, hein, c'est très peu, 250 boîtes. Hein. Parce qu'il y a quelques millions d'entreprises en France, 3 ou 4, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc 250 boîtes sur 3 ou 4 millions, quand elles font à elles seules 50% des exportations, c'est beaucoup, quoi. Hein, ce qui veut dire que quand on parle des exportations de la France, quand on fait une politique pour les exportations de la France, on fait une politique pour ces 250 entreprises. Il n'y a pas de sujet. Ok, donc la concentration du capital, c'est aussi un moyen de réaugmenter le taux de profit pour 2 raisons. Premièrement, par l'économie de capital que ça te permet, c'est-à-dire que quand tu fusionnes 2 entreprises qui ont la même machine, tu n'as peut-être pas besoin de garder les 2 machines. Et puis aussi parce que tu vas bénéficier d'économies d'échelle, c'est-à-dire que tes travailleurs vont bénéficier tu vas faire exploiter les économies d'échelle par tes travailleurs, ce qui va te permettre en plus de sauver un peu la face, parce que dans ce contexte, tu peux à la fois augmenter les salaires et le taux d'exploitation. Parce que les salaires augmentent moins vite que la productivité du travail. Okay, donc toi, tu gagnes plus d'argent, okay, tu produis 1000 en plus, mais je te donne que 100 en plus. Alors tu es content parce que tu as 100 en plus, okay, mais moi j'ai gagné 900 en plus. Okay, donc j'ai augmenté à la fois les salaires et le taux d'exploitation. Donc la concentration du capital, qui est un phénomène très connu et seulement documenté depuis 15 ans par les économistes. On pourrait détailler les raisons pourquoi, mais enfin en tout cas, ça fait pas, même parmi les économistes bourgeois, ça fait pas dissensus qu'il y a concentration du capital. Okay, et cette concentration du capital et l'exploitation des économies d'échelle, elle va de pair avec quelque chose que l'on ne dit jamais, qui pour moi est dramatique parce que c'est très important, y compris dans la lutte d'ailleurs. Elle va de pair avec, comme tu disais, une fragmentation du travail, c'est-à-dire que, premièrement, on ne le dit pas assez, mais le travail n'a jamais été autant répétitif. C'est-à-dire qu'au temps de Charlie Chaplin et des temps modernes, en fait, le travail était moins répétitif que maintenant. Toutes les enquêtes le montrent. Et maintenant, ça touche même les cadres. C'est-à-dire que tu as des enquêtes de la DARES qui posent des questions aussi bêtes que est-ce que vous pouvez quitter votre ordinateur pendant 10 minutes pour aller pisser ? Et le nombre de gens qui répondent oui baisse drastiquement. Tu as des questions comme est-ce que vous êtes fliqué ? Est-ce qu'une erreur de votre part implique une sanction élevée ? Tout ça, ça augmente. Est-ce que vous considérez que votre travail est répétitif ? Ça augmente. Et il y a même des mesures alors il y a des mesures objectives de durée de la tâche. Oui, les fameux indicateurs qui fleurissent partout. Ouais, tu as des mesures de durée de la tâche et il y a des industries en France dans lesquelles on est inférieur à 20 secondes. C'est-à-dire que là, pendant 43 ans maintenant, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, tu vas faire toutes les 20 secondes la même chose. Oui, puis c'est vrai, y compris dans les bureaux, tout ce qui est bureau d'études et compagnie, de plus en plus, tu penses que cette image du travailleur de bureau qui finalement aurait plus de liberté entre guillemets que l'ouvrier. Alors, tu n'as pas les mêmes soucis de santé, tu as d'autres soucis de santé quand tu passes
quand tu Ouais, passes plutôt ta journée à psychologique, ouais. cliquer, quoi, mais c'est pas les mêmes muscles qui vont fatiguer, quoi, mais il y en a quand même. Oui, mais tu as même des T'as des problèmes de fois, santé physique, hein, des problèmes de sédentarité, complètement. Mais du coup, tu as des trucs complètement répétitifs et un contrôle, y compris à distance. Y compris à distance. Donc, en fait, on Ah, bien voit, sûr. moi je voudrais pousser sur un truc, c'est qu'en fait, on voit finalement qu'on a cette nécessité d'intensifier en fait l'exploitation du travail. Et là-dedans, alors on l'a vu aussi sur les questions énergétiques, mais même si c'est pas tout à fait le même chantier, en fait, on a l'impression finalement que la bourgeoisie, que la classe dominante, en fait, elle fait face quand même à des contradictions internes. Hum, Parce qu'on a notamment, on l'a émis dans un bout de vidéo là récemment, mais ça sort quand même pas mal. Il y a beaucoup de trucs là qui sortent là-dessus. En fait, on voit bien que la réforme des retraites, l'intérêt, c'est les marchés financiers. Il faut rassurer les marchés financiers. C'est même des mecs comme Alain Minc qui te l'expliquent. Et de l'autre côté, qu'en fait, on a toute une partie du patronat qui tire un peu la gueule par rapport au bordel que c'est en train de foutre dans le pays. Pardon de hum, l'expression. hum. Sur l'énergie, on a un peu le même débat. Il faut préserver la spéculation à tout crin. Et en fait, les boîtes industrielles, elles commencent à tirer la langue. Hum. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces aspects contradictoires de la situation, quelque part, Ouais, au sein même ouais. de la classe Ah, dominante, qui est ouais, empêtrée dans ces contradictions? ouais. Avant d'y revenir, si tu permets, je voudrais finir sur le point d'avant, parce il manquait un élément. C'est-à-dire que ce faisant, en développant la répétition des tâches, etc., en fait, on est en train de développer la socialisation de la production. Ce qui s'est vu pendant le Covid. C'est-à-dire que quand dans le Covid, on disait putain, on n'est plus capable de produire des max, de produire tout seul, ou le débat sur la souveraineté, sur lequel on pourrait aussi faire quelque chose, parce que c'est quand même mal embranché cette affaire. Mais de quoi on est en train de parler là? Ben, on est juste en train de dire que le travail n'est pas indépendant. Le travail tout seul, en fait. Ok, personne ne produit ce qu'il consomme tout seul. Le prolétaire en tant que classe produit ce qu'il consomme. Il produit même plus ce qu'il consomme puisqu'il produit la consommation de la bourgeoisie. Mais individuellement, le capitalisme est en train de rendre objectivement, je dis bien objectivement, la subjectivité c'est autre chose, c'est la conscience de classe, mais objectivement, les prolétaires n'ont jamais été autant solidaires entre eux. Ou si on veut enlever le terme solidaire qui a un côté un peu amélioratif et subjectif, ils n'ont jamais été autant interdépendants. Autrement dit, le prolétariat n'a jamais été autant une classe constituée objectivement. Donc quand on dit le prolétariat c'est fini ou toutes ces conneries, bon, on sait très bien pourquoi on le dit, mais c'est pas tellement que c'est un élément de propagande, ça c'est pas très grave, parce qu'il peut y avoir de la propagande juste, mais là c'est faux. C'est faux. Les travailleurs n'ont jamais été autant, je sais pas, interdépendants, interconnectés, on dira comme on voudra, moi je préfère le terme de solidaire, au sens neutre du terme, n'ont jamais été autant solidaires en ce moment. Et c'est le capital qui produit ça. Donc on serait quand même un peu stupide de ne pas s'en emparer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il revient souvent dans la bourgeoisie le rêve de la thébaïde, de la cabane au fond du jardin, mon indépendance et ma psychose, et puis bon, ce que tu veux avec ta main droite, quoi, en gros. Hein. Euh, ça revient, c'est normal. Ou alors qu'on prétend vivre dans une société hyper individualiste. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, peut-être que les gens pensent de plus en plus à leur nombril, ce que je crois pas, honnêtement, surtout pas en France, mais enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, d'un point de vue objectif, c'est pas vrai qu'on est de plus en plus indépendant, de plus en plus individuel. Ok. Le malheur du capitalisme, c'est que c'est vrai que chacun porte sa propre misère sur le marché de la force de travail. Ça, c'est vrai. Mais justement, la raison pour laquelle on porte de plus en plus individuellement notre misère sur le marché de la force de travail, c'est en raison de cette socialisation de la production. Okay, c'est parce que cette socialisation de la production impose des cadences et des tâches parcellisées de manière folle qu'on doit aller vendre sa force de travail sur un petit secteur spécifique, qu'on doit montrer qu'on a le bon CV, qu'on doit montrer patte blanche, qu'on doit se mettre à genoux, qu'on doit surtout... Alors maintenant, il faut adopter, je ne sais pas quoi, l'esprit de l'entreprise, ou je ne sais pas comment ils disent, là, les conneries. Sur les offres d'emploi, maintenant, tu as loyauté envers l'entreprise, il faut être loyal envers l'entreprise. Maintenant, c'est pas le tout d'être exploité, il faut être loyal. Enfin, truc de fou. Okay, mais pourquoi ça? Ben justement, parce que le capital a les moyens d'exiger de nous d'être très corvéables, parce qu'il a parcellisé, il a rendu de plus en plus répétitif le travail. Mais quand même, ça produit quelque chose qui est une arme pour nous, c'est que on est de plus en plus liés. Et du coup, j'attire aussi l'attention sur le fait que, puisqu'on est de plus en plus interdépendants, ça rend de plus en plus efficace la grève. Parce que si on est de plus en Oui. plus indépendant, un plus petit nombre de personnes peut
Là, quand les mecs ils disent putain, il y a 20 raffineurs qui font grève, on a le pays qui est bloqué, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah ouais, mais ça, c'est justement parce qu'on est de plus en plus interdépendants et que les tâches sont de plus en plus répétitives et que les moyens de production se sont développés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 20 raffineurs, tu fais tourner le pays. Puis ça, faut le noter, aussi sur, que c'est pas seulement vrai pour les secteurs qui ont une tradition de combativité, qui ont du coup une Clairement. tradition différente, mais en fait, enfin des professions où, indispensables, qui grosso modo ont les moyens de bloquer le pays. En fait, il y en a des dizaines. Comme tout est parcellisé, en Mmh. fait, tout le monde devient indispensable. C'est ça, c'est ça. Imagine que demain, tu vois, on va prendre, je sais pas, le truc le truc auquel on penserait le moins peut-être. Je sais pas, bon, aujourd'hui, j'ai fait cours à une licence pro, les mecs, ils vont être conseillers clients en banque. Imagine que l'ensemble des conseillers clients en banque se foutent en grève. Eh bah, là, ça mettrait un sacré souk. Bah, les mecs, c'est eux qui gèrent les crédits, hein. Eh oui. Tu vois, c'est eux qui accordent les crédits aux entreprises du coin, au mec qui veut acheter sa maison. Bah, je peux te dire qu'une semaine ou deux de grève complète de ces gens-là, c'est Le compliqué, quoi, capital, il hein. tirerait la gueule, ouais. Ah ouais, c'est compliqué, quoi. OK et plein d'autres choses, hein, tu vois? Bon, moi, je suis prof. Bon, les profs, on sait, hein, quand tu te mets en grève, la première raison pour laquelle c'est la merde, c'est parce qu'en fait, en plus d'être, on est plus éducateur maintenant, on est formateur, mais bon, en plus, on est surtout, on fait surtout garderie, quoi. Ouais, Donc, quand les parents, ils doivent garder leurs mômes, bon, c'est le bordel, quoi. Ils peuvent pas les bosser. oui, on l'a vu avec le Pas les covid bosser. et Enfin, je sais pas, tu peux imaginer, tu peux prendre ouais. n'importe quelle profession comme ça. Tu vois, les caissières, s'il y a plus de caissières, ils font comment les supermarchés, les mecs? Enfin, maintenant, il y a des caisses Mmh. automatiques, mais enfin, il faut 2 caissières par caisse automatique pour que ça marche. C'est très énervant d'ailleurs ce truc-là. Mais mais heu, mais tu fous les caissières en grève, comment tu fais? Tu peux plus vendre de ouf, hein. Tu peux plus enfin bref, tu peux Bah, faire ce que c'était tu veux, tu vois? toutes les leçons du covid, quoi. Complètement. Bah, voilà, bah, Les tu transporteurs, peux les prendre, enfin voilà. Alors après, effectivement, il y a des travailleurs qui, moi, sont parmi les travailleurs, bon, c'est une espèce de traître à la classe, comme enfin, peu importe, les travailleurs, ils peuvent s'arrêter, enfin, les happiness managers ou je sais pas quoi, là, les youtubeurs, qui oui, placent oui. des produits, ils peuvent s'arrêter de bosser, on va pas, on va peut-être même être plutôt plus tranquille finalement, mais tu prends n'importe quel travailleur, classique, jusqu'à un certain degré, hein. Enfin, je sais pas si tu imagines demain tous les architectes se foutent en grève, c'est le bordel, quoi. Enfin, tu vois? Bon, les médecins, n'en parlons pas. Enfin, tu vois? Donc c'est pas une question de qualification ou même de revenus, Mmh, en fait. C'est quelqu'un qui travaille vraiment, qui produit vraiment de la valeur, quel mmh. qu'il soit aujourd'hui, sachant que le travail est de plus en plus parcellisé, c'est-à-dire on est de plus en plus dépendants les uns des autres. Quel que soit le corps de métier, j'allais dire, si ce corps de métier s'arrête, c'est le bordel, hein. Bon, tu vois, tu peux penser à tout, je sais pas, les plombiers, imagine les plombiers, ils s'arrêtent. Enfin bref, peu importe, on va pas tous les faire, mais et ça, c'est dû au capital, hein, c'est dû au développement du capital. Mmh. Comme tout le monde est de plus en plus sur une tâche et que toutes ces tâches sont de plus en plus interdépendantes, tu vois, c'est Charlie Chaplin là, avec son truc là, quand il se fait embarquer par la machine et puis il est suspendu à sa clé à molette, là, en fait, ça fout le bordel sur toute la chaîne. Bah, c'est exactement ça maintenant, mais à l'échelle macroscopique. C'est-à-dire que tout le monde serre un boulon à un bout de la chaîne, et s'il y en a un qui ne serre pas le boulon, bah, toute la chaîne en aval, c'est la merde, quoi. Et sauf qu'aujourd'hui, bah, Complètement. c'est une immense chaîne. Donc en Alors du fait, coup, on pour a revenir sur tes questions, pardon, vas-y. vas-y, Oui, vas-y, je non, je t'écoute. dis, en résumé, on a finalement si on s'en arrêtait là, on aurait un peu l'impression que, bah, voilà, c'est plié, les mecs, entre guillemets, ils pressurent, mais ils sont cohérents». C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on a avec les théories du complot, qui sont une espèce de conscience très déformée, qui viserait à leur donner une cohérence, complètement, avec plein de fantasmes à la con par ailleurs, mais voilà, comme si c'était, tout était ficelé quoi quelque part, et que effectivement bon, il y a des dynamiques, où ils augmentent l'exploitation, ils parcellisent pour augmenter la productivité, le contrôle et compagnie. Mais on voit bien quand même dans ces affaires-là qu'il y a quand même pas mal de contradictions dans leur propre camp, Ouais, face à leur propre évolution quelque part. ouais. Mais c'est des contradictions objectives, pas des contradictions subjectives. C'est-à-dire que la théorie du complot est absolument pas miscible dans le marxisme. À la rigueur, elle est miscible dans le libéralisme, parce que dans la théorie libérale, tu es conscient de tes propres intérêts et tu es maître de toi. Ok. Donc là, bah, si effectivement tu as un pouvoir de monopole absolu sur le monde, tu poursuis ton intérêt, tu manipules le monde à ton profit. Dans la théorie marxiste, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, elle s'impose à la bourgeoisie comme la gravité à l'avion. C'est-à-dire que même quand la bourgeoisie en a conscience, ce qui n'est pas le cas, souvent la bourgeoisie en a pas conscience, hein, enfin, il y a un inconscient bourgeois, hein, on le dit jamais. Souvent, on parle de l'inconscient du prolétariat. Bon, je pense qu'on est en train de voir en ce moment qu'il n'est pas si inconscient que ça, quand même. Il y a quand même 9 actifs sur 10 qui est contre cette putain de contre-réforme. Euh,
Et il y a un inconscient bourgeois. Il n'y a pas que la classe prolétaire qui est partiellement inconsciente. Hein. Ou si on veut renverser la perspective, il n'y a pas que la classe bourgeoise qui est consciente de ses intérêts. C'est la même chose, c'est la symétrie. Hein. Mais bon, la bourgeoisie, elle est premièrement partiellement inconsciente de sa classe. Et quand bien même elle le serait parfaitement, ça n'annule pas le fait qu'elle est objectivement soumise à la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Le complot, c'est la maîtrise absolue, c'est-à-dire qu'elle aurait les moyens, par sa maîtrise, d'annuler cette loi. Comme si l'avion se disait, bon, j'en ai ras le cul de la gravité, annulons cette loi de la gravité. Non, la gravité, même si le pilote d'avion il est au courant qu'il y a une gravité, il a beau pester, faire tout ce qu'il peut, elle sera là, cette loi. Okay, et donc, il n'a pas la main dessus. Donc, ça dépasse sa conscience, quelque part. Okay, et ça dépasse les intérêts qu'il voudrait voir exprimés si la bourgeoisie avait une page blanche et qu'elle pouvait écrire le monde social à son image, elle ne l'écrirait pas comme ça. Elle ne l'écrirait pas comme ça. Parce que le capital crée, c'est Marx disait, dans la production sociale de leur existence, les êtres humains entrent en des rapports sociaux, et dans ces rapports sociaux, ils sont inconscients pour une partie. Les rapports sociaux les dépassent, okay, ça dépasse, et ils sont inconscients de ces rapports sociaux. Inconscients partiellement, on a toujours une part de conscience quand même. Mais enfin, et même si on est conscient, en fait, il y a une part objective des rapports sociaux sur laquelle on n'a pas la main. Et donc, premièrement, la bourgeoisie est soumise à la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, et qu'elle en ait conscience ou pas, elle y est soumise. Et donc, qu'elle en ait conscience ou pas, elle est obligée d'augmenter le taux d'exploitation. Hein, que ce soit un bourgeois cynique qui en a rien à foutre d'envoyer des prolos au casse-pipe, ou que ce soit le fameux patron de gauche, qu'on sort, il y a le patron de Danone là, à l'époque, là, qui faisait office de patron de gauche, là. Bon, bah, admettons que ce type soit pétri de bonne intention. À un moment donné, il ne peut pas augmenter les salaires. C'est pas possible. La loi du capital s'exerce contre lui. Okay, donc, même prenons cette figure un peu fantasmatique d'un fameux patron de gauche, tu vois, qui n'existe pas. Mais bon, peu importe, prenons-la à titre d'expérience de pensée. Et en fait, il ne peut pas augmenter les salaires. Parce que la loi de la baisse tendancielle du taux de profit s'exerce sur lui. Donc, ça dépasse la bourgeoisie. Alors après, tu as raison de dire qu'à l'intérieur de la bourgeoisie, il y a concurrence. Et donc, il y a des intérêts. Le taux de profit de tous les bourgeois va dans le même sens, mais ça les fait chier, quoi. Hein, ça les fait chier. Et donc, il y a des contradictions internes à la bourgeoisie. Okay, ces contradictions, notamment, se font jour actuellement parce que un des trucs de la bourgeoisie, truc au sens du magicien, pour augmenter le taux de profit, ça a été effectivement aussi le développement de la finance. Et donc, ce faisant, il y a une bourgeoisie financière qui s'est développée. Là, c'est pareil. Enfin, c'est pas, effectivement, c'est pas un je sais pas qui aurait créé la finance, l'usure ou je sais pas quoi, et ça se trouve dans les livres saints. C'est de la connerie. Ça n'a rien à voir. Non, à un moment donné, on a développé les marchés financiers parce que le taux de profit l'exigeait, d'accord. Et tout ceci est très païen, hein, contrairement à ce qu'on veut bien croire. Donc le développement de la finance s'est fait jour, d'une part pour maîtriser l'exportation de capitaux, parce que ça veut dire quoi, aller exporter des capitaux dans des pays en développement? Bah, ça veut dire de la finance, hein. C'est ça la finance. Hein. La finance, c'est jamais que acheter-vendre des capitaux. Hein. Donc, alors à l'échelle internationale, en Bentley et en se rendant intelligent avec des acronymes anglais, mais enfin c'est jamais qu'acheter... quand tu achètes une boulangerie et que tu vends une boulangerie, tu fais la même chose qu'un trader à la City, hein, quand il achète des actions. C'est strictement la même chose. Donc, c'est pas non plus. C'est pas. Ce que je veux dire, c'est que le rapport social qu'impose la finance, si on va vraiment à l'essence du truc, il n'est pas nouveau. Enfin, c'est pas une perversion dans le capitalisme. Tu vois. C'est une suite logique, en fait. C'est un développement logique, mécanique, comme l'eau voilà. file vers la mer, quoi. Exact, ça c'est ce que nous disent à la fois les keynésiens et les antisémites, c'est-à-dire bah alors ils ont perverti le capitalisme. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Déjà, premièrement, ça n'a rien à voir avec une religion, et puis deuxièmement, c'est la suite logique du capitalisme. C'est pas du tout une perversion du capitalisme. Il y aurait un bon capitalisme, il faudra qu'on fasse 2-3 trucs aussi là-dessus. Il y aura un bon capitalisme, le capitalisme à la papa, productif, qui distribue les salaires, etc. Puis alors, il y aura un mauvais capitalisme, celui qu'on connaît depuis les années 80, oui d'accord, enfin, le capitalisme dans sa forme depuis les années 80, c'est la suite logique de l'autre. Hein. Donc il n'y a pas du tout, il y a pas de rupture, hein, en ce sens, il y a une suite logique. Mais quand même, ce faisant, au sein de la bourgeoisie, il y a quand même
des intérêts à court terme, et si on isole la bourgeoisie, d'ailleurs, de toute façon, leur intérêt commun, c'est d'exploiter le prolétariat, aux deux. Hein, aux deux. Mais va quand même y avoir une opposition entre la bourgeoisie financière et qui a les moyens de se projeter à l'international, et la petite bourgeoisie nationale, qui n'existe plus, en tout cas en France, et industrieuse, qui elle n'a pas les moyens d'exporter ses capitaux, a pas les moyens. Donc du coup, elle gueule contre la finance, ok, parce qu'elle n'a pas les. Bon, crois-moi bien que si elle avait les moyens de le faire, elle le ferait. Okay, mais bon, comme elle n'a pas les moyens de le faire, comme elle doit rester dans le nord de la France, et puis voir son usine crever, et puis finalement passer du statut de bourgeois à ouvrier de luxe, parce que du coup, les enfants ne vont pas hériter de la forge. Ils vont devoir aller faire HEC et aller sur le marché de la force de travail comme tout le monde. Alors pour un salaire mirobolant et un travail qui ressemble à rien, mais quand même, ils vont quand même devoir être salariés finalement. Donc ils sont déchus finalement. C'est une sorte de noblesse des phases, l'équivalent fonctionnel de la noblesse déchue, quoi. La noblesse pas désargentée, mais déchue. Et donc il y a une contradiction effectivement entre cette bourgeoisie-là, financière, etc., et la bourgeoisie nationale, industrieuse. Et ça effectivement, ça peut amener à de gros problèmes. Et d'ailleurs, quand la bourgeoisie s'affronte, y compris à l'international, ça peut donner des guerres. Ça peut donner des guerres. Et d'ailleurs, ça donne des guerres. Okay, c'est une des raisons fondamentales pour laquelle Jaurès, même si, bon, pas un communiste, mais enfin, quand même un homme pour lequel on peut avoir du respect, disait que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Bon, c'était pas, quand il disait ça, il disait pas parce que ce sont les bourgeois capitalistes qui sont des gens méchants, ça n'a rien à voir. C'est des rapports sociaux qui les dépassent. Et à un moment donné, pour survivre en tant que classe capitaliste, premièrement, ils doivent exploiter le prolétariat et ils doivent sans cesse augmenter le taux d'exploitation du prolétariat pour survivre en tant que classe. Et quand le taux d'exploitation baisse, eh bien en fait, c'est graduel, c'est-à-dire que c'est les bourgeois qui avaient les taux de profit les plus faibles qui disparaissent en premier. Donc si tu augmentes les salaires, c'est les bourgeois qui ont 200 employés, 200 machins qui vont disparaître en premier. Okay, les taux d'exploitation vont baisser partout, mais du coup, ceux qui n'avaient pas les moyens d'exploiter davantage vont disparaître. Donc il y a bien lutte de classe entre l'ensemble de la bourgeoisie et le prolétariat. Mais au sein de la bourgeoisie, le moyen d'augmenter individuellement ton taux de profit, si on est tous les deux des capitalistes, eh bien c'est que soit je m'accapare ton capital à toi gratuitement par des moyens, par la force, y compris des moyens illégaux. Je veux dire, on a quand même, tu vois, les Vietnamiens n'ont pas fait grand-chose aux Américains, que je sache. Tu vois, il n'y a pas tellement d'autres explications. Je veux dire, alors certes, ce sont des anticommunistes forcenés, mais enfin pas au point d'aller envoyer leurs enfants se faire abattre. Il y a des contradictions objectives au truc quand même. Hein. Et donc au sein de la bourgeoisie, eh bien effectivement, il y a aussi des contradictions, et donc il peut y avoir des luttes assez fortes, assez fratricides au sein de la bourgeoisie. Mais par contre, encore une fois, comme il y a concurrence, leurs taux de profit vont dans le même sens. C'est-à-dire que c'est un contresens d'opposer. Ça, c'est ce qu'essaye de faire, en gros, je pense que si on veut résumer le poujadisme, qu'essaye de faire le poujadisme, il essaye de réconcilier la petite bourgeoisie nationale et industrieuse avec le prolétariat. C'est-à-dire qu'il essaye de mettre la frontière entre la bourgeoisie financière et internationale et la bourgeoisie nationale et industrieuse, et de dire, nous, on est la nation, la bourgeoisie industrieuse et nationale et le prolétariat. Non. La bourgeoisie nationale, pour ce qu'il en subsiste, parce qu'il n'en subsiste pas grand-chose, c'est pour ça que d'ailleurs c'est une classe très agitée, parce qu'il ne subsiste pas grand-chose. Non, elle est en lutte contre le prolétariat. La frontière, elle est bien entre la bourgeoisie et le prolétariat. Et du coup, là-dedans, il y a concurrence au sein de la bourgeoisie. Je trouve intéressant, c'est vrai mais c'est intéressant parce qu'on ouvre le spectre effectivement sur la situation globale, et on voit bien, y compris, on pourrait débattre plus longtemps dans l'absolu sur l'impérialisme. Il faudrait refaire des trucs là-dessus, parce qu'on voit bien que l'une des conséquences de ce qui se passe en Europe de l'Est, c'est la fermeture d'un certain nombre de marchés et le verrouillage d'un certain nombre de marchés par les blocs, et notamment le bloc états-unien qui du coup se réserve une chasse gardée, et donc pour l'intérêt de ces entreprises. Mais du coup, ce qu'on voit chez nous, et c'est peut-être un des défis d'ailleurs de l'après-bagarre sur les retraites, y compris
j'ai envie de dire, quelle que soit l'issue, même si je pense qu'on peut les faire craquer, mais on verra les semaines qui viennent. Mais quelle que soit l'issue, on voit bien qu'on a... Voilà, oui, bah, clairement, parce qu'en fait... là, on va rentrer dans des considérations que je maîtrise pas et que j'aime pas tellement, mais bon, c'est la politique à chaud. Apparemment, Elisabeth Borne, elle est sortie en chialant de l'Assemblée. Bon, après, ça, c'est du détail, j'ai envie de dire, mais non, mais c'est du détail. Non, mais on sent bien qu'ils ne maîtrisent pas l'agenda. Là, les faire craquer, ça a des ressorts, ça peut aussi avoir des ressorts. Je pense qu'ils sont quand même à bout. Bah, y compris, on sent bien finalement qu'il y a une fébrilité et justement qui ne tiennent même pas leur propre camp, j'ai envie de dire. Mais du coup, là-dedans, on a ce récit qui monte et qu'on entend beaucoup d'une partie en fait de la sphère médiatique, hein, finalement. Et on sent que la compétition sur l'alternative va aussi se résumer à ça, de dire finalement, le problème c'est la finance, nous avons perdu notre souveraineté quelque part, parce que quand Macron dit j'impose le 49.3, parce que sinon, si la réforme est rejetée, la note de la France va être dégradée sur les marchés financiers. Donc en fait, ça veut dire la bourgeoisie financière à qui on a filé les clés du camion de la création monétaire schématiquement, en fait, va nous taper sur les doigts, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas faux. À la fois, effectivement, mais du coup, on sent bien qu'il y a ce débat de dire, en fait, le problème, c'est pas le capitalisme, le problème, c'est ces gens-là, quoi. Et c'est cet univers financier, quoi, si tu veux. Et avec y compris une abstraction, parce que quand Hollande dit mon ennemi, c'est la finance, en fait, c'est aussi une manière de rendre ça vaporeux, quoi, indirectement. Et du coup, d'opposer. Dès le lendemain, il a dit l'inverse à la City. Oui, il a dit I am not dangerous, je me souviens. Mais c'était. Voilà, comment prendre les gens pour des jambons, quoi. Mais donc du coup, on voit bien qu'on a ce conflit de récit et d'interprétation. Est-ce que tu peux nous en dire de ça, de ce qu'est la place de la France aujourd'hui, ce que la bataille sociale en cours révèle de la place de la France dans le monde et de la structure, de l'évolution de sa bourgeoisie et finalement de l'évolution de sa structure économique et du coup en quoi d'un côté il y a des miroirs aux alouettes et finalement ce qu'on nous agite, c'est un peu du miroir aux alouettes sur jouer sur ces divisions-là, quoi. Ouais. Il n'y aura pas de compromis possible, clairement. C'est-à-dire que tous ceux qui nous affichent la souveraineté, etc., donc il y a deux versions de la souveraineté. Soit c'est de l'industrialisation, de la réindustrialisation abstraite, et on s'en fiche d'où viennent les capitaux. Bon, il faudra m'expliquer ce que c'est que la souveraineté si on ne possède pas nos capitaux. Enfin, bon. Ça, c'est plutôt la version Macron, c'est-à-dire je veux attirer du capital. Et puis, il y a la version pas très bien définie, droitarde, où on tape. Alors, c'est la faute de facteurs complètement abstraits, qui c'est pas faux en première analyse, mais le problème, c'est que tout ça, c'est inclus dans un développement global du capitalisme. Alors, tantôt, c'est la faute de l'euro, tantôt, c'est la faute de Macron qui est un traître parce qu'il a vendu Alstom, tantôt, c'est toujours des événements comme ça. Alors, l'euro, c'est pas un petit phénomène quand même, mais ça se comprend comme nécessaire développement du capitalisme. Je suis en train de dire qu'en fait, tu ne peux pas sortir de l'euro sans sortir du capitalisme. Enfin, si tu peux, mais pour le pire, quoi. Parce que pourquoi la France s'est désindustrialisée? Parce que souvent, le débat sur la souveraineté, il tourne autour de ça. Hein. Même maintenant, il y a des commissions parlementaires là-dessus. C'est la punition du maître. Le prolétariat français n'est pas assez exploité. Donc, c'est la punition du maître. Donc, quand la bourgeoisie dit il faut, en gros, elle ne le dit pas comme ça, évidemment, mais quand elle dit qu'il faut augmenter le taux d'exploitation, ou alors cette contre-réforme est nécessaire, il faut faire les réformes sur le marché du travail, il faut baisser les allocations chômage, enfin tout le bordel qu'on a évoqué au début, elle n'a pas tort en fait. Elle n'a pas tort. Au sein du rapport social capitaliste, c'est la seule alternative. Pourquoi le capital s'est barré? Parce qu'on ne s'est pas laissé suffisamment exploiter en France. Tu regardes le taux d'exploitation français, il est inférieur à celui des Allemands, par exemple. Alors, il y a d'autres raisons à la désindustrialisation, parce que la désindustrialisation, elle est relative. Dans le monde, la part de l'industrie diminue, du fait du développement des forces productives et du fait de la parcellisation qu'on a évoquée tout à l'heure.
Et ben, en fait, à un moment donné, l'industrie, c'est quoi? C'est la production de marchandises. Sauf que plus tu produis de marchandises avec des travailleurs de plus en plus parcellaires et de plus en plus efficaces, à un moment donné, il faut la distribuer, cette marchandise. Donc, il faut des transports, il faut des services de gestion, bon, tout ça, c'est des services, en fait. Et donc, dans l'ensemble du Oui, monde, la part de l'industrie se diminue. Mais la oui, part de l'industrie en France diminue plus vite que dans l'ensemble du monde. Donc, on n'a pas tort de dire qu'il y a des industrialisations en France. On a tort de dire qu'il y a des industrialisations si on dit seulement la part de l'industrie diminue, parce qu'elle diminue partout dans le monde et c'est nécessaire dans le oui, développement mais du parce que les capitalisme. services, en fait, sont une extension de la production de marchandises. Ils n'existent pas de Bah, ils manière existaient avant. évanescente, quoi. Voilà, ils existaient avant, ça je prends toujours, souvent on dit c'est les nouveaux services, c'est les nouveaux secteurs, c'est pas du tout des nouveaux secteurs, c'est le reflet de cette parcellisation. En fait, le service s'est détaché, enfin, en prima facie, c'est détaché de la production. Je prends toujours cet exemple, ce qui subsiste toujours sur certains marchés locaux, le fermier qui élève ses vaches, qui récolte son lait, qui fabrique son fromage, qui le met en paquet et qui va jusqu'à le vendre sur l'étal le dimanche matin, bah, il y a une part de service contenue dans son. Alors lui, il est dans les trois secteurs. Il fait Voilà. agriculture, industrie et il fait les trois secteurs. Mais le développement du capitalisme, cette production-là n'est pas viable. Il faut agrandir l'échelle pour les raisons qu'on a dites. Okay, et donc, il faut parcelliser le travail. Donc, il faut un mec qui élève, un mec qui récolte le lait, un mec qui fait les fromages, un mec qui met dans le paquet, un mec qui transporte, un mec qui met en rayon, un mec qui fait bip bip à la fin. Voilà. Mais en soi, le travail concret, c'est le même, à une échelle différente et avec une division du travail qui est différente. Okay, donc, la désindustrialisation, ce n'est pas seulement la baisse de la part de l'industrie dans le PIB, parce qu'il y a une notion, disons qu'il y a quelque chose de, pas de naturel, parce qu'il n'y a rien de naturel en société, mais disons de mécanique, par le développement même du capitalisme. Mais on a quand même raison de dire pour la France, parce que la part de l'industrie en France baisse beaucoup plus vite que la moyenne du monde. Donc il y a bien cet effet-là. Et une des raisons pour lesquelles le capital fuit comme ça, mais c'est parce que le prolo français fait grève. Okay, quand les mecs disent si l'industrie s'est barrée, c'est à cause de la CGT, c'est pas tellement faux, en fait. C'est pas tellement faux. Mais du coup, il faut être conséquent dans notre camp. Du coup, ça veut dire que le compromis au sein du capitalisme, c'est pas possible. Parce que le seul moyen de réaugmenter l'industrie, la souveraineté, etc., encore qu'il va falloir dire sous quelle modalité, parce que bon, c'est pas discutable comme projet. Enfin, si, c'est discutable comme projet d'ailleurs. Enfin bon, on va pas se lancer là-dedans pour l'instant. Mais le seul moyen de le faire, c'est d'augmenter les taux d'exploitation. En régime capitaliste. Sinon, par quelle magie le capital reviendrait-il en France? Et ça, tant qu'on Si tu n'augmentes reste pas le taux soumis, d'exploitation. en somme, en fait, on voit bien que finalement, en partant d'une contre-réforme assez simple dans son scandale, quoi, de ce que ça représente, en fait, on en arrive finalement à la structure même, à essayer d'expliciter la structure même du capitalisme, parce que tout ça ne tombe pas du ciel, et à s'apercevoir qu'en fait, à un moment donné, il y a une soumission finalement à la frange financière qu'on a laissé se développer. Alors, il y a aussi un aspect, je pense, de la bourgeoisie française particulier qui est quand même ce qu'on dit, alors sans utiliser les gros mots, mais qui est comprador, enfin, qui a un côté, on n'investit pas, enfin, hit and run, quoi, tu vois, genre je me casse, assez peut-être une culture relativement parasitaire quand même. Mais au-delà de ça, bon, on va La mettre ça bourgeoisie est parasitaire par essence. Hein. oui, de toute façon. Mais, mais on voit bien la place de la France a quand même, une tradition particulière. Mais bon, mettons ça de côté. Et donc, on voit bien finalement Discutable. que c'est. En fait, on a. Comment dire en fait, en régime capitaliste, il n'y a pas de sortie de crise possible, en somme. C'est ça que tu nous expliques. Grosso modo, et du coup finalement, comment entre guillemets comment notre camp peut pointer dans la bonne direction, je dirais, de manière conséquente, quoi. Voilà, alors ça, moi je dis toujours, je suis pas un théoricien de la révolution, donc je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, mais c'est pas parce que j'essaye de produire une analyse que ça m'autorise à, même si c'est lié, même si ça m'autorise à faire des recommandations politiques, j'allais dire tactiques. Par Oui, moi contre, je la ne parle pas stratégie de doit ça, être voilà. par ouais, par contre, la stratégie doit être claire dans notre camp. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a dit qu'il n'y avait pas d'alternative possible, alors Lordon reprend ça.
Je dis reprend parce que je ne sais pas s'il l'a lu, mais j'avais écrit avant qu'il le dise. Bon, peu importe, on s'en fout. Mais si on est d'accord, c'est très bien. On est très bien, c'est très bien si on est d'accord. S'il n'y a pas d'alternative autre que sortir du capitalisme, mon bouquin, je dis que je suis thatcherien. Je a la raison, Thatcher. Il n'y a pas d'alternative, point de suspension, au sein du capitalisme. Mais c'est vrai. C'est vrai, le compromis social, le dialogue social, mais c'est des conneries. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors ça peut marcher ponctuellement, tu vois. Peut-être qu'ils vont la retirer, leur putain de contre-réforme, parce que peut-être que Roux de Bézieux, il va finir par appeler Macron en disant, bon, t'es gentil, Coco, mais en fait, on n'a peut-être pas besoin de se payer ce bordel pour gagner 3 mois de travail, 3 trimestres de travail par rapport à la réforme Touraine. Parce qu'en fait, je crois que les Français sont en train de découvrir que c'est pas tellement contre la réforme Macron qu'ils en ont, mais c'est plutôt contre la réforme Touraine. Je pense que cette réforme, elle est passée un peu à l'as. Parce que finalement, la vraie augmentation du temps de travail, c'était la réforme Touraine. Alors, je me réjouis, je ne suis pas en train de dire que la réforme Macron, c'est rien du tout, ça va dans ce sens, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Donc, si tu isoles la goutte d'eau, bah, c'est jamais qu'une goutte d'eau. Bon, mais néanmoins, le vase étant plein, tu vois, voilà, ça suffit, quoi. Et c'est très bien que ça suffit. Donc, bon, bah, le moment politique est celui-là, ça, on ne le maîtrise pas. À nous d'en faire quelque chose. Mais effectivement, ce que les gens sont en train de découvrir, peut-être, enfin, en tout cas, j'espère, ce que je disais au début, quand on oppose la rationalité des corps meurtris à la rationalité comptable du capital, tu es en train de dire que tu ne raisonnes pas sous les mêmes catégories, en fait. Tu ne raisonnes pas sous les mêmes catégories. Or, on vit dans le même monde, le monde capitaliste. Et la catégorie, mais moi, je ne veux pas crever au boulot, est quelque chose qui n'est pas acceptable depuis le capital. Donc, si vraiment les gens ne veulent pas crever au boulot, il va falloir qu'ils réfléchissent sérieusement à changer le rapport social du travail. Il va vraiment falloir y penser, parce que le capital va vous emmener dans la tombe. Et si cette contre-réforme s'en va, ils en trouveront une autre, et encore une autre, et il faudra se battre, et il faudra se battre, et il faudra se battre. Donc, de toute façon, si on a peur comme de son ombre de la révolution, disons le nom, hein, un changement de mode de production, ça s'appelle une révolution. Si on a peur comme de son ombre de la révolution, de toute façon, il faudra se battre tout le temps. Parce qu'ils vont nous la remettre, et encore une autre, et encore une autre. Et quand ça ne sera pas ça, ça sera le chômage. Et après, ce sera les lois de travail. Et après, ce sera les machins. Parce que tu sais, il y a les critères dits de pénibilité. Alors ça, c'est un truc, je voudrais qu'on arrête de dire ça. Il n'y a pas de travail pénible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de critères de pénibilité. Il y a juste un taux Il n'y a d'exploitation. aucun travail où il y a des critères de pénibilité. Non, il y a des facteurs pathogènes, il y a des facteurs cancérogènes, il y a des facteurs mortifères. Voilà. Là, c'est mon ordinateur, là, mon putain d'ordinateur qui plante toutes les 10 minutes, ça, c'est pénible. Ça, c'est pénible. Prendre un parpaing sur la gueule, c'est pas pénible. C'est létal. C'est pas pareil. Pas pareil. J'aimerais aussi qu'on arrête. Bon, je suis pas idéaliste. Je ne pense pas que changer les mots, ça va changer la réalité. Mais bien nommer la réalité, c'est quand même utile, parfois. Enfin, la réalité, c'est pas des travaux pénibles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand Bernard Arnault perd plusieurs millions sur un krach boursier, ça doit être pénible. Ouais, ça, je veux bien le comprendre. Ouais. Quand les éboueurs respirent de la merde toute la journée, c'est pas pénible, ça. C'est pas pénible. Ça, c'est létal. C'est pareil. Bon, bref. Donc, quand on oppose ça, en fait, je pense que c'est aussi pour ça que ça pétoche un peu en face. Parce que, en fait, ce sont des occasions. Alors, peut-être que ça ne marchera pas, je ne sais pas. Puis si ça ne marche pas cette fois-ci, eh bien, rendez-vous à la prochaine. Il faut toujours essayer de s'en saisir. Mais je pense que quand même, c'est des occasions d'une immense conscience de classe. Parce que ça paraît. Imagine, tu arrives dans le débat, tu es vierge de toute théorie, tu n'as que ton bon sens pour toi. Tu vis dans un pays qui n'a jamais produit autant de richesses. Objectivement, le PIB n'a jamais été aussi élevé. Alors après, on peut débattre du PIB, peu importe, on n'a jamais produit autant de richesses. Et toi, tu arrives avec ton argument, qui est un argument qui paraît raisonnable quand même. Je ne veux pas crever au boulot. Cet argument n'est pas recevable du point de vue de la bourgeoisie. Bon, il faut que le prolétariat en tire les conséquences. Ça veut dire qu'au sein du capitalisme, on ne s'occupera jamais de cette question. Et d'ailleurs, on ne s'en est jamais occupé de cette question. Parce que tout ce qui a été fait en faveur de l'amélioration des conditions de travail, du temps de travail, ça a été arraché de haute lutte. Jamais le capital a lâché 1 heure de travail. Il y a des conneries. Par exemple, maintenant, on doit travailler le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois, c'est des petits trucs à la con comme ça. Bon, la Pentecôte, ça n'a pas fait une goutte d'eau. Bon, là, cette putain de réforme, elle fait une goutte d'eau. Bon, très bien. Mais il faut en tirer toutes les conséquences. Oui, parce que et pas les conséquences, tu vois, d'un point. Ouais, et tu vois, c'est pas des tu vois, je force pas le trait, encore une fois. Tu vois, je suis pas en train de plaquer sur un mouvement social une théorie.
Je suis en train d'essayer, alors évidemment, je tire un peu la couverture vers le marxisme, faut pas déconner, mais quand même, j'essaye de pas tricher, de pas piper les dés. J'essaye de partir des revendications qui sont exprimées dans la rue et j'allais dire, de cette volonté populaire juste de pas crever au boulot, pour essayer d'interroger finalement, le prolétariat directement, et là, pas la bourgeoisie, le prolétariat directement. Très bien, je vous comprends. C'est vrai, vous avez raison. Moi non plus, je veux pas crever au boulot, hein. Enfin, Mmh. je suis prof, c'est un boulot qui effectivement, qui est moins létal et moins pathogène que d'autres, mais enfin, bon, si on pouvait bosser 2 ans de moins, moi aussi, je prends, hein. Donc bon, je fais partie du lot, hein. Je suis pas au-dessus de la mêlée. Mais quand quelqu'un qui est vierge de toute théorie, qui a jamais pensé à analyser le capitalisme, et je peux le comprendre, hein, parce que dans ma jeunesse, j'ai travaillé un peu sur les chantiers, et je savais que ça allait pas durer, et j'en avais déjà ras le cul le soir, quoi. Donc bon, le soir, quand tu rentres, tu penses pas à taper le capital, hein, c'est quand même pas facile. Mais quand même, ce sont des occasions en ce moment de dire: «OK, tu veux pas crever au boulot, mais essaye d'en tirer toutes les conséquences de ce que ça veut dire». Parce qu'en face, tu vois bien qu'ils sont sourds, les mecs. Et c'est pas parce que Macron ou Borne sont des personnages particuliers c'est pas dû à la personnalité d'Emmanuel Macron, tu vois? Bon, il se Ouais, trouve ça c'est qu'effectivement, il a l'air de cristalliser l'énervement, cet enfant, cet individu. Bon, bah, c'est pas très grave. Mais j'allais dire, c'est même presque dommage pour nous, en fait. Parce que si les débats se cristallisent sur Macron qui a bossé chez Rothschild, donc c'est normal, mais en fait, c'est pas bon ça pour nous. mmh. En Oui, fait, c'est ça des arrange presque la dérivatifs. bourgeoisie. Mmh. Ah ouais, ça arrange presque la bourgeoisie. On s'en fout en fait de Macron, on s'en fout complètement. On s'en fout de Borne. Hier, j'étais content parce que j'entendais une étudiante à la radio et la journaliste lui disait mais est-ce que vous seriez contente d'une démission d'Elisabeth Borne? Et enfin, c'était une étudiante, elle venait finir ses études, elle cherchait du boulot. Et elle a dit: «Mais non, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est la contre-réforme. Je n'ai rien à foutre qu'Elisabeth Borne elle soit là ou pas». C'est bien ça déjà, tu vois? Mmh. Je trouve que c'est pas mal parce que mais du coup, il faut en tirer les conséquences quoi, encore une fois. Mmh. OK, tu ne voulais pas crever au boulot, on veut pas crever au boulot, moi non plus. Mais il faut avoir la mesure de la fin de non-recevoir. Tu vois? C'est pas qu'un problème démocratique. Là, je vois les débats, ils commencent à dériver sur les abus de la cinquième, et cetera. Bon, très bien, c'est vrai qu'en régime communiste, on fera certainement pas une république branlée comme la cinquième, ça c'est évident. Mais encore une fois, c'est l'écume des choses. Le problème de cette contre-réforme, c'est pas la cinquième république, c'est pas le 49-3. Ok. Pourquoi ces gens-là, ils entendent pas? Mais on va crever, on va crever. Arrêtez vos conneries. On voyait pas qu'on va crever, vous le voyez pas? Pourquoi ils entendent pas? Mais parce que ça fait pas partie de la rationalité du capital. Donc, si on veut pas crever au boulot, il faut sortir du capitalisme. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, et on voit bien que Après, finalement, on a tactiquement, j'en sais rien comment on fait. oui, mais c'est Très ça, mauvais, c'est hein. entre guillemets, enfin tout les choses sont liées, mais grosso modo, c'est, j'ai envie de dire, c'est quasiment un autre sujet. Enfin, après, heu, la question de la tactique et de la stratégie, de la visée. Mais, en résumé, en fait, on voit bien, et je trouve que c'est assez, la démonstration est claire, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, il n'y a plus de compromis possible, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas arracher des choses. On arrachera tout ce qu'on peut arracher, mais, objectivement, dans le système, Bien sûr. capitaliste aujourd'hui, y compris par la place, on y est revenu un petit peu par la bande, mais par la place de la France dans l'impérialisme, bah, en fait, ce qui était possible, jusqu'à présent, y compris par le développement, le développement du reste de la planète, bah, en fait, aujourd'hui, tu peux plus aller chercher chez les colonies pour améliorer le niveau de vie, de ton Ouais. prolétariat artificiellement, bah, tout simplement parce que, bah, en fait, les colonies maintenant, elles ont des niveaux de développement qui font entre guillemets que justement elles peuvent ne plus être des colonies, en fait. Donc on voit bien, et on voit bien toutes les Mmh. tensions qui se passent en ce moment, liées à ça. Donc pas de compromis possible, de stable finalement. Et je pense que plus Mais il ça n'a jamais va, été possible, hein, on y reviendra. Il y c'est a ouais, et en fait, et donc plus ça va, plus on est dans cette contradiction, et donc on en tombe sur la question, centrale, je dirais, radicale au bon sens du terme, en fait, qui possède, et qui décide, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, en fait, qui a le ouais, pouvoir? Qui a le pouvoir dans cette société? Est-ce que ouais, on le laisse aux mains de ces gens-là, voilà. ou est-ce que, bah, en fait, à un moment donné, c'est le monde du travail qui, prend le pouvoir, pour, bah, finalement, ce pouvoir qu'il a déjà dans ce que tu disais sur l'interdépendance, le fait qu'on fait tourner la société, on le dit beaucoup ça, moi j'aime bien le mettre régulièrement sur les publications, sur les réseaux, tout ça, dans les mots d'ordre. C'est, en fait, c'est nous qui faisons tourner la société, quoi. Et donc à un moment donné, bah, en fait, prenons-la en main, quoi, tout simplement, et à partir de là, on peut avancer, quelque Ouais, part. ouais, ouais. Je voudrais juste revenir sur la notion de compromis parce que, en fait, le compromis, il n'a jamais été possible. Et en fait,
Admettons que nous ayons face à nous un SOSDEM. Il te dit, mais si, regarde, il y a eu des réformes. Sécurité sociale, tout ça, c'est pas la fin du capitalisme, tout ça. On a fait, je sais pas, on a baissé le temps de travail, on a eu des grands services publics. C'est pas la fin du capitalisme, tout ça. Donc ça a l'apparence d'un espèce de compromis. Pas du tout un espèce de compromis. Lénine disait, bon, j'ai plus la citation exacte, je suis pas très bon en citation, mais Lénine disait quelque chose du style, en fait, la réforme, c'est ce que tu vois en surface après un esprit révolutionnaire. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait les moyens de la révolution et la conscience de classe suffisante. Parce que c'est là où la bourgeoisie pétoche, et plutôt que de lâcher tout, elle préfère lâcher un peu. Mais pour qu'elle lâche un peu, donc du coup, à la fin, tu as l'impression que c'est un compromis, si tu regardes juste la chose de manière abstraite. Mais en fait, tu n'as réussi à l'obtenir que parce que tu avais vraiment les moyens de ta menace. Donc l'espèce de négociation à la con, machin, ça n'a jamais marché. D'ailleurs, on le voit bien, hein, depuis qu'on a des syndicats, bon pas tous, en tout cas pas tous les syndicalistes, mais depuis qu'on a des syndicats qui participent à cette connerie, en fait, on perd au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de la menace. Donc je dirais à un camarade prolétaire qui a peur un peu de la révolution, je lui dirais, de toute façon, tu n'as pas le choix, et même si vraiment tu ne veux pas affronter la question de la révolution, ne serait-ce que pour avoir des avancées, des simples avancées, par exemple, je ne sais pas, revenir à 37 années et demie, travailler 4 heures par jour, 4 jours par semaine sur 28 heures, ben, pour obtenir ça, il va falloir que tu aies les moyens de la menace. Tu vois? Donc, le compromis n'a jamais vraiment été possible, en fait. Hein. Et tout ce qu'on a obtenu, certes, on n'est pas. En fait, c'est presque des batailles perdues, finalement. C'est des batailles perdues avec des moyens, avec des menaces crédibles. Bah, c'est là qu'on arrive sur le débat de la tactique, mais Voilà. sans Et donc, on a l'ouvrir forcé le finalement. capital. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, on a toujours forcé le capital à faire contre mauvaise fortune bon cœur, finalement. Et du coup, pour y compris prendre des points d'appui, bah, après, Voilà. c'est l'essentiel à se dire, c'est pas de sécurité sociale sans la libération de la France par le peuple travailleur en armes et la moitié de Voilà. l'Europe avec l'armée rouge, quoi. Enfin, c'est grosso modo. Voilà. Exact. Et du coup, bah oui, il fallait lâcher la sécurité sociale pour stabiliser les choses. Et on a pris parce que, bah, à un moment donné, plutôt que la guerre civile, mais bon, là, on part sur d'autres considérations, grosso modo. Oui, bien sûr. Mais, non, bah, mais en tout cas, mais tu vois, il faut avoir conscience, il faut avoir conscience de ça. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai pas dit que l'euro était un détail. À chaque fois, on m'attaque là-dessus parce que c'est vrai que c'est une question que j'aborde jamais parce que pour moi, elle est seconde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de l'euro mais sans vouloir sortir du capitalisme. Et il y a beaucoup de gens qui veulent sortir du c'est un capitalisme mais fétiche. sans vouloir sortir de l'euro. Enfin, des communistes mais qui veulent pas, le PCF par exemple. Moi, je préfère partir avec quelqu'un qui veut le communisme et essayer de le convaincre qu'il va quand même falloir sortir de l'euro, parce que pour faire le communisme, ça va pas être possible au sein de l'euro, plutôt que de commencer à faire des compromis à la con avec des mecs qui veulent sortir de l'euro, mais pour réinstaurer une bourgeoisie nationale. Bon, ça va être plus difficile de les convaincre de faire le communisme. Cela, il va plutôt falloir leur faire leur filer la pétoche. Donc c'est pour ça que j'aborde jamais cette question-là, mais effectivement, par exemple, tu vois, il y a un moment donné, la question est à l'agenda. Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc? Alors, en soi, l'Europe en tant que telle, souvent, en fait, l'UE n'a pas tellement les moyens de sa menace. Enfin, je veux dire, en UE, tu n'as pas le droit de subventionner, tu n'as pas le droit de faire des services publics de débiles, tu n'as pas le droit, enfin, des services publics énormes, tu vois, tu n'as pas le droit parce que c'est anticoncurrentiel. Bon, franchement, on le fait. Qu'est-ce qu'elle va Oui. faire Oui, non, mais c'est ça. Elle va pas envoyer les chars, enfin, c'est n'importe quoi. Sortir du Bon, très bien. fétichisme. Elle va nous mettre des sanctions. Bon, très bien, on paye pas. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire. Hein. Donc, à la fin, ils vont nous foutre dehors, peut-être, à la rigueur. Ok, très bien. Le problème, c'est plus l'euro. Parce que là, on peut se taper, on peut se taper une attaque sur la monnaie. Et en même temps, c'est problématique. Et du coup, c'est pour ça que sur ces débats-là, parce que non, si tu sors, tu peux te taper une attaque sur la monnaie. Aussi, bah voilà. Après, en ce moment, effectivement, sachant que les Américains commencent à nous dire, à nous considérer de plus en plus comme une colonie, finalement, si on se fait attaquer la monnaie, c'est pas sûr qu'il se passe grand-chose. Hein. Enfin, c'est pas sûr que beaucoup de monde vienne à notre secours, quoi. Donc, disons que donc la vraie menace crédible en fait de l'Union européenne / euro, c'est pas tellement l'Union européenne en fait, c'est plutôt l'euro. Attention, ça c'est des sujets qu'il faut. Moi, je pense qu'on a un vrai besoin pour un petit peu conclure, parce que là, ça fait conclure sans conclure en vrai, parce que comme ça. La conclusion quand même, c'est qu'il n'y a pas d'alternative au sein du capital.
que en fait, le prolétariat en ce moment, je pense, et je pense pas forcer le trait, l'exprime pour certains sans le savoir. Alors, si tu vas dans les manifs, ils disent fin du capital, machin, évidemment, ceux-là, ils en sont conscients. Enfin, la plupart des gens, tu vois, les gens qui n'ont jamais manifesté et qu'on voit Ouais, je manifester, parce pense que c'est qu'il y ça a, la tendance en ce moment, qui il y a dit même bah, moi, je plus veux de juste pas crever au confiance que ce travail, en qu'on fait, il est croit, en hein, train de mine de l'exprimer. rien. Enfin, quand tu regardes les sondages de base, même aux États-Unis, hein, sur le taux de sympathie pour le mot capitalisme, en fait, a jamais été aussi faible. Et je pense qu'y compris le bordel bancaire, mais on va pas ouvrir ce sujet-là tout de suite. Ah oui. L'histoire s'accélère, mais Ça bouge encore un une peu fois, en ce moment. ça va bouge un faire peu. qu'amplifier ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Christine fait, et on a Jérôme Powell, ils passent pour des guignols. oui, c'est ça. Mais du coup, en fait, on a la grande leçon, à mon avis, elle est là, c'est de se dire, c'est la question du pouvoir, c'est la question de la lutte des classes remise au goût du jour et du coup de qui prend le pouvoir, qui a le pouvoir en tant que, non pas en tant que force politique ou je ne sais quoi, ou bataille électorale. C'est des éléments de tactique, mais qui sont importants. Les points d'appui locaux, ainsi de suite, pour faire quoi, comment, bon, d'accord. Mais, et je suis pas le dernier à le dire, évidemment, en pratique, mais du coup, c'est vraiment à l'échelle de la société, quel monde du travail ou classe dominante, propriétaire privé, actionnaire et compagnie, quoi, grosso modo. Donc ça, c'est propriétaire privé des moyens de production, voilà, des actions et tout ça, des fonds de pension, ainsi de suite. Et qu'on a besoin finalement plus que jamais de pousser la réflexion, à la fois de faire de la pédagogie et entre guillemets de susciter le débat et de faire monter un petit peu le niveau du débat au sein de notre classe, des collègues, ainsi de suite, et à la fois de travailler dans notre camp on a ouvert plein de chantiers, enfin, tu vois, tu disais la question de la monnaie et compagnie. En fait, c'est des sujets qui ne peuvent pas se traiter en un coup de cuillère à peau, mais qui nécessitent d'être travaillés, en vrai, qui nécessitent d'être travaillés et articulés. Pardon, avec les éléments de tactique, de stratégie et compagnie. Donc, je pense qu'on est, on est sur des chantiers à venir, mais du coup, donc ce sera un plaisir de refaire des choses dans ce cadre ou dans d'autres, de toute façon. donc, Après, pardon, juste pour revenir ouais, sur un vas-y. point, comme élément, enfin comme base à ces discussions-là, je pense qu'à gauche, il faut aussi qu'on arrête avec la France est désindustrialisée, on est un petit pays satellite, etc. Parce que dans une certaine mesure, c'est pas vrai. Certes, on a une balance commerciale largement déficitaire, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'est pas au mieux, on est d'accord. Néanmoins, jusqu'à il y a peu de temps, on était exportateur net de nourriture. On est régulièrement, bon, quand les réacteurs seront remis en route là, et que tout ira bien, on est régulièrement exportateur net d'électricité, donc d'énergie. On sait produire. Mm. On est exportateur net d'autres choses, mais bon, je prends ces deux exemples-là. Alors, certes, on n'est pas exportateur net de iPhone ou je sais pas quoi. Alors, il y a des trucs plus rigolos comme le vin, évidemment. Mais, bon. Mais quand ça bouge, et quand on en vient à des choses sérieuses, Oui. je préfère être exportateur net de nourriture, enfin, notamment de céréales et d'électricité, que de smartphones. Hein. Et puis y compris je veux dire, enfin, là on parle depuis Grenoble, mais il n'y a pas que nous, mais ici, tu as ST Microélectronique, tu as, enfin, je veux dire, tous les secteurs Thales, enfin, toute la presqu'île, enfin, Ouais, grosso ouais. modo, tu as des vrais secteurs industriels Ouais. avec, Et on où a une en fait, vraie. enfin, d'excellence, quoi, je veux dire, d'excellence et de Et on a, production, ouais. Et on a une vraie enfin, voilà. excellence dans l'ingénierie, apparemment. Pour moi, Mm. c'est pas tellement mon domaine de compétence, mais je sais que je commence à lire 2-3 trucs là-dessus. Et apparemment, en fait, souvent, enfin, je prends l'exemple caricatural, mais il n'est pas totalement faux. L'invention est française, le capital est américain. Oui, oui, Je c'est. crois que un des exemples les plus célèbres, bon, je dis peut-être une connerie, il faut vérifier. Je crois que c'est les cartes à puce. Je crois que c'est un Français qui a inventé ça. Ah, pour les cartes bancaires, ouais. 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 Il me semble bien. Ouais. Mais donc du coup, oui, on a, Et en on a besoin de fait, du coup, redonner tu vois bien que redonner une fierté, quoi. si tu te débarrasses du joug du capital et que tu dis aux ingénieurs, mais attendez les gars, on va produire dans des grosses entreprises nationales, on va vous payer des beaux salaires, c'est-à-dire des salaires d'administrateurs, je sais pas. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Enfin, je veux dire, moi, quand je vois un chirurgien qui est payé qui est fonctionnaire et qui est payé par l'État à 10 000 balles par mois, ça ne pose aucun problème, hein, franchement. Enfin, je veux dire, donc, tu vois, on a une vraie capacité industrielle quand même. Il n'y a pas besoin. Enfin, évidemment, Mm. je ne vais pas dire qu'elle n'a pas été meurtrie, elle l'a été, c'est vrai. Mais on ne part pas de zéro quand même. C'est ça. Et c'est là-dedans qu'on doit. C'est de cette façon qu'on doit aborder les choses pour relever la tête quelque part et inciter à ça.
concrètement. Bah, du coup, merci Antoine, en tout cas. Donc Merci à vous. on va s'arrêter là, parce que bon, en vrai, on aurait pu continuer, prendre encore beaucoup de temps sur tout un tas de sujets. C'était un plaisir et on se prend date, du coup, à la prochaine fête de l'UMA ou à une occasion pour se croiser en vrai autour d'un verre. Du coup, on espère pour celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout que cet échange vous a aidé à y voir plus clair. C'est l'objectif en tout cas. Et en tout cas, j'ai le sentiment que c'est un petit peu réussi. J'en profite pour faire la promo du bouquin d'Antoine, donc la situation des classes laborieuses en France. Vraiment très important ça permet ça se lit vite et ça permet de remettre les choses dans le bon sens. Donc, on mettra aussi le lien en description évidemment. Sur ce, donc ce format c'était une première sur l'actu du TA. Donc donnez-nous votre avis en commentaire évidemment pour voir ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, pour qu'on s'améliore. Si vous voulez qu'on refasse des trucs du genre, ça casse un peu les codes par rapport à ce qu'on produit habituellement. Mais voilà, donc on espère continuer. Merci et à très bientôt. Merci à tous.